Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Guillemette Daboval. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors je vous reçois dans le cadre de l'Opéra Comique, puisque actuellement vous êtes sur la production de Fantasio d'Offenbach. Vous êtes chef d'orchestre assistante. Tout à fait. Mais c'est pas en cette qualité qu'on va évoquer tout à l'heure également que je vous reçois, mais c'est à propos d'un fort bel album qui vient de paraître pour le label Évidence, consacré à des chœurs exclusivement féminins. Vous êtes chef de chœur à la tête de votre du chœur que vous avez créé, l'ensemble Esquisse, donc créé en 2017. Tout à fait. Comment vous avez été à l'initiative de cette création de ce chœur Cette création, en fait, c'est surtout des rencontres. Et puis une volonté aussi de monter un ensemble de voix de femmes, parce qu'en fait c'est quelque chose qui m'a suivie en fait depuis ma plus tendre enfance, on va dire. J'ai toujours chanté en chœur depuis que j'ai 6 ans. D'abord en chœur d'enfant, donc à voix égales, puis ensuite dans un chœur d'adolescente, donc pareil, toujours à voix égales. Donc c'est un son et une esthétique que j'aime beaucoup, qui m'a toujours suivie. Et au gré des rencontres, j'ai rencontré différentes chanteuses, et puis est venue l'idée commune de monter un chœur de voix de femmes, effectivement, et voilà. Avec un répertoire extraordinaire, mais peu connu en fait. Oui, assez peu connu. Il y a quelques œuvres phares quand même oui, du répertoire. Dont certaines sur votre disque. Oui, dont certaines sur le disque, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de répertoires assez méconnus et du coup à découvrir. Donc votre disque, il est consacré à 5 compositeurs, Caplet, André Caplet, Olivier Caspar, Ernest Chausson, Caroline Marceau et Francis Poulenc. Donc c'est un peu l'œuvre de Caplet qui ouvre le disque et l'œuvre de Poulenc qui le clôt sont un peu les œuvres les plus connues dans ce répertoire. La Messe à 3 voix égales d'André Caplet, un grand chef-d'œuvre, de même que les Litanies à la Vierge Noire de Francis Poulenc. Mais c'est quand même des œuvres hantées par la mort, enfin par des couleurs assez sombres que vous avez choisies pour ouvrir et clore ce disque. Alors pour les litanies, effectivement, il y a quelque chose d'assez tourmenté, mais en même temps, une espèce d'apaisement aussi. Pour la messe de Caplet, moi je perçois pas ça comme quelque chose de trop mortuaire. Au contraire, il y a quelque chose de très serein qui s'en dégage, je trouve. Alors Caplet, c'est un compositeur assez incroyable, mais qu'on connaît parfois plus par rapport à son travail avec Debussy, et avec lequel il a eu une grande proximité, ou Le Masque de la Mort Rouge, ou d'autres œuvres, mais on connaît moins ce répertoire. Oui, tout à fait. En fait, Caplet, c'est un compositeur assez mystérieux qui m'intrigue beaucoup, parce que effectivement, il est à la fois connu, à la fois pas si connu que ça. Il a eu une grande carrière de chef d'orchestre aussi. Il était très très renommé pour ses qualités de chef d'orchestre. Et en tant que compositeur, ça a été cette double casquette aussi entre direction d'orchestre et composition, où il a toujours un peu oscillé entre les deux. Et il est assez atypique au niveau composition, parce qu'en fait, il laisse pas de grands chefs-d'œuvre, on va dire, entre énormes guillemets, mais je veux dire, il n'a pas écrit d'opéra, il n'a pas écrit de symphonie. Donc tout ce qui peut faire qu'un compositeur accède à une renommée certaine, on va dire, il ne l'a pas fait. Il était dans une recherche beaucoup plus intimiste dans ses compositions. Il a énormément écrit pour la voix, entre autres quasiment exclusivement pour la voix de femme, en fait. Et beaucoup de musique de chambre aussi, et dans des effectifs assez atypiques, en utilisant beaucoup la harpe aussi. Oui, effectivement, on parlait du Masque de la Mort Rouge. C'est une de ses œuvres les plus célèbres, les plus marquantes. Il y a aussi une épiphanie pour violoncelle et orchestre. Quelques chefs-d'œuvre, mais effectivement, son nom apparaît derrière la figure de Debussy souvent dans les histoires musicales. Souvent. Donc, ce disque, c'est un projet visiblement que vous avez mûri de longue date, Guillemette Daboval. Alors, oui et non. En fait, disons que c'est l'épisode Covid qui a un petit peu précipité les choses, parce que tout ce qui était au niveau culturel était un peu au point mort avec les confinements. Donc, pour remobiliser l'ensemble aussi, j'ai proposé qu'on enregistre un disque qui réunirait toutes les artistes de l'ensemble.
Et donc ce projet fou voilà, a émergé comme ça. Mais c'était pas prévu d'enregistrer un disque aussi rapidement en fait, parce que c'est beaucoup de travail, ça c'est sûr, mais beaucoup de challenges à relever aussi. Et c'est un exercice pas évident. Il y a une sorte de pureté sonore du disque. L'enregistrement était très difficile. Non, l'enregistrement s'est bien passé, en fait, heureusement. Il y a eu une très bonne ambiance déjà dans l'équipe artistique. L'ingénieur du son, Victor Page, a été extraordinaire aussi. On a eu un directeur artistique qui est un de mes très proches amis, Sami El Gadab, qui a été aussi extraordinaire. Donc en fait, c'était une joyeuse bande qui s'est réunie pour ces 3 jours d'enregistrement. Enregistré donc en novembre 2022 au Temple Lanterne à Lyon. C'est un lieu dont vous avez donné l'idée pour l'enregistrement ou vous connaissiez Pas du tout, c'est un lieu que je connaissais. J'ai fait plusieurs concerts là-bas. Et c'est un lieu très intimiste. Et je trouvais que ça s'y prêtait bien aussi pour l'enregistrement de ce CD. Il y a un orgue, donc du coup, on pouvait aussi enregistrer tout dans le même lieu. Voilà, et alors, important. excusez-moi, question de profane. Quelles sont les difficultés principales quand on dirige un chœur exclusivement féminin par rapport à un chœur mixte pour la sonorité Peut-être que ma question est trop vaste. Non, pas du tout. Mais j'aurais envie de dire, c'est la recherche du son. Parce que du coup, toutes les voix chantent exactement à la même octave. On n'a pas l'octave des voix d'hommes, des ténors et des basses. Donc c'est vraiment l'uniformité du son, je pense, qui en fait sa difficulté. Et donc c'est compliqué d'organiser des sessions avec des chanteuses un ensemble esquisse donc, que vous avez créé, comme on l'a dit en 2017, mais avec des chanteuses d'univers différents, qui ont leurs obligations, etc. C'est sûr qu'au niveau du planning, ça, c'est toujours un gros challenge. Mais sinon, après, c'est justement la richesse des parcours qui fait la force des skis et des ensembles en général, en fait, que ce soit chœur et orchestre, en fait. Et donc, c'est des rencontres, c'est vous qui sélectionnez toutes les chanteuses, ou alors certaines vous disent je vous conseille ou je te conseille une telle Alors ça dépend. Disons que pour le début d'Esquisse, c'était les rencontres. Voilà. Donc il y avait un noyau de 6-7 chanteuses et amies avec qui on a monté ce projet. Et puis au fur et à mesure des années, il y a des chanteuses qui se sont rajoutées. Et là, effectivement, maintenant, il y a des auditions en bonne et due forme. Donc il y a aussi des musiciens pour certaines œuvres. Il y a Fanny Cousseau à l'orgue, Marie Le Guern à la harpe et Manon Souchard au corps. Il y a des œuvres avec uniquement a cappella et des œuvres avec justement ces musiciennes. Alors il y a une œuvre qui est inédite, ou alors je ne sais pas si je m'égare, c'est l'œuvre d'Olivier Caspar. Tout à fait. Donc des chansons érotiques. C'est une commande que vous lui avez passée C'est pas une commande, mais du coup c'est le premier enregistrement. C'est du coup Sami El Gadab dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un élève d'Olivier Caspar, qui m'a fait découvrir ces pièces. Et j'ai été conquise tout de suite. Donc on les a fait d'abord en concert, et puis après c'était assez évident de les mettre dans l'album pour faire découvrir ces pièces dans un premier enregistrement. Donc vous êtes à la fois chef de chœur et chef d'orchestre. Donc oui. Vous avez un itinéraire au départ de chef de chœur. Vous avez notamment étudié avec Lionel Sceaux. Tout à fait. En fait, j'ai un itinéraire double dès le début, j'ai envie de dire, parce que donc, j'ai commencé la direction au Conservatoire de Montpellier. J'ai commencé direction de chœur et direction d'orchestre simultanément. Après, effectivement, je suis allée au CNSMD de Lyon en direction de chœur dans la classe de Lionel Sceaux. Mais j'ai toujours continué à travailler avec des orchestres parallèlement. On avait aussi plusieurs masterclass de direction d'orchestre chaque année avec des chefs invités. Donc voilà, j'ai toujours fait les deux simultanément. Mais ça évoque une certaine tradition, alors peut-être que je m'égare aussi, plutôt allemande que française, l'idée de passer de chef de chœur à chef d'orchestre. J'ai l'impression que ça fait référence à une certaine tradition ou dans des pays anglophones, ou plus que dans des pays francophones. Peut-être, effectivement, oui. Mais c'est peut-être vrai que je sais pas, je saurais pas trop dire, mais c'est vrai qu'en France, pour l'instant, c'est assez, ça peut être assez ciselé, on va dire, entre direction de chœur et direction d'orchestre. Mais ça fait plutôt référence pour moi justement à certains grands chefs d'orchestre du passé qui sont passés du chœur à l'orchestre. Vous avez aussi passé le concours Eric Eriksson à Stockholm, donc là ça fait référence aussi à un chœur très important. Oui, tout à fait, et puis une tradition de chant choral complètement incroyable avec Eric Eriksson.
Alors là, actuellement, juste on fait un écart, puisque vous travaillez sur le Fantasio d'Offenbach, qui avait été donné en 2017. Alors c'était hors les murs, parce qu'à l'époque, l'Opéra Comique était en travaux, donc ça avait été donné au Châtelet. Oui. Là, vous êtes assistante de Laurent Campolone, donc il Tout à fait. dirige cette reprise à l'Opéra Comique avec une mise en scène de Thomas Joly, donc c'est Oui. un univers qui est quand même très éloigné de l'univers. Et c'est une musique que vous connaissiez, celle d'Offenbach ou... Alors je connaissais un petit peu Offenbach, Fantasio pas du tout, donc c'est une Oui, vraie personne ne découverte. connaît Fantasio, C'est vrai c'était que- quasiment une première en 2010. Ouais, et c'est assez fabuleux. Je suis très très contente de découvrir C'est de la cette très belle pièce. musique, C'est de la ouais. très belle musique. C'est très bien écrit. Donc je suis ravie de découvrir ça à l'Opéra Comique et aux côtés de Laurent Campellone. Oui. Donc l'opéra, c'est un domaine que vous abordez beaucoup. Ah oui, c'est un domaine qui me plaît beaucoup. C'est vrai que moi j'ai deux choses qui me plaisent particulièrement. C'est le travail avec des chœurs, entre autres a cappella, donc avec esquisse, et puis tout le versant lyrique et opéra notamment, où du coup il y a quand même toujours cette présence de la voix. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et enfin, c'est un instrument avec lequel j'aime beaucoup travailler. Et voilà, l'opéra, c'est incroyable en fait comme domaine. Et alors, juste pour parler cuisine, quand vous travaillez avec ces chœurs de femmes, on a l'impression, à chaque fois on écoute un chœur a cappella, il y a ce travail sur la justesse, puisqu'il n'y a pas les instruments qui peuvent resituer le chœur dans la justesse. Et cette justesse, elle est encore plus difficile à obtenir avec un chœur féminin a cappella, ou alors la difficulté est la même? Non, la justesse, la difficulté est la même, je pense, pour tout chœur a cappella. C'est toujours un gros enjeu. Et puis un travail aussi d'écoute, de son. Enfin, voilà, c'est un travail qu'on mène pendant toutes les répétitions, du coup. Alors, il y a aussi un autre chef-d'œuvre. Il n'y a que des chefs-d'œuvre sur ce disque qui vient de paraître pour le label Évidence de cet ensemble esquisse. Par un matin, donc c'est le titre que vous avez choisi. C'est un très beau titre, mais vous avez eu du mal à le trouver ou ça s'est imposé On a eu du mal à le trouver. Pourquoi vous trouvez que c'est un très beau titre? Mais parce que c'est le genre de titre en fait qui évoque tout et son contraire en fait, parce que ça parle à tout le monde et en même temps ça parle différemment à chacun en fait. Tout à fait. Un titre comme ça. En fait, c'est un extrait d'une des chansons d'Olivier Caspar, le tout début. Et en fait, on aimait bien ce côté justement où tout peut arriver avec ce titre, avec le début d'une journée aussi, par un matin. Donc voilà, quelque chose qui avance en tout cas, qui n'est pas figé. Et donc il y a au milieu du disque ce chef-d'œuvre d'Ernest Chausson, ce chant funèbre, qui était une musique inspirée par beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare. Je vous vois, j'ai eu peur de m'être égaré. Non, c'est ça. On est bien dans cette Tout référence. À fait. On est bien dans cette référence. Et c'est une pièce en fait qui est extraite d'un recueil de 4 chansons, les 4 chansons de Shakespeare, de Chausson du coup. Et en fait, les 3 premières chansons sont pour voix soliste et piano. Et donc c'est la dernière qui est pour 4 voix, ou chœur du coup à voix égales, et piano à l'origine. Donc c'est une œuvre absolument sublime. C'est sublime. Et comment il écrit Chausson pour la voix? On connaît plus ses œuvres chambristes ou... Bah là, c'est une œuvre qui est très très plaisante à chanter. Les chanteuses d'esquisse adorent cette pièce, parce que déjà, effectivement, c'est complètement magnifique, et qu'il y a une liberté dans la voix, dans les lignes, dans tout ce qu'on peut exprimer sans avoir la voix contrainte, qui leur plaît beaucoup. Alors vous dites les chanteuses d'esquisse adorent chanter cette œuvre. Comment vous construisez le répertoire justement de votre ensemble? C'est vous qui proposez? Oui, c'est moi qui propose et qui impose aussi. Non, mais disons que s'il y a une pièce qui ne plaît pas du tout, je ne vais pas m'obstiner. Sans citer de nom, c'est déjà arrivé que vous proposiez une œuvre à laquelle vous teniez? Non, c'est jamais arrivé. Parce qu'après, sinon, je me rends compte assez vite que ça nous va pas et du coup, on passe. Voilà, je pense que ça nous est arrivé de déchiffrer des choses qui n'ont pas donné suite, mais j'ai pas de souvenir plus que ça. Donc là, vous avez choisi 5 œuvres. C'était très compliqué de trouver. Il y a parmi d'autres œuvres que vous vouliez interpréter ou Non, diriger, ça s'est fait assez rapidement. Parce que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, je voulais que ce soit un disque qui réunisse tout le monde, donc c'est-à-dire avec harpe et avec orgue aussi. Et après, dans les sélections, les premières sélections que j'avais faites, que j'ai soumises aux chanteuses, en fait, ça s'est assez vite dégagé sur ça. Et du coup, sur des compositeurs et compositrices français et françaises. Donc, c'est
je trouve que ça retranscrit bien en fait l'univers d'esquisse et puis la volonté artistique aussi. Mais justement, il y a une sorte de magie quand on met ce disque tout de suite avec la messe d'André Caplet. On est pris, enfin, on adore les chœurs mixtes, c'est sublime, etc. Mais ces chœurs exclusivement féminins, ça impose une présence assez magique tout de suite. Mais c'est vrai qu'en plus, dans la messe de Caplet, il y a quelque chose d'assez... une espèce de simplicité mystique, en fait, qui s'en dégage. Et quelque chose de très sincère aussi, et qui me plaît beaucoup. Et l'œuvre, cette messe de Caplet, moi, je la connais depuis que je suis enfant. Donc, quand j'avais 6-7 ans, en fait, on a chanté des extraits de cette messe, le Sanctus et le O Salutaris. Donc, c'est des œuvres, ces 2 extraits que je connais depuis très longtemps du coup et cette messe de Caplet a été un peu le point de départ aussi de la création de l'ensemble Esquisse, parce que c'est entre autres pour monter cette messe que j'ai eu envie de monter un ensemble de voix de femmes, et également pour la news de Caroline Marceau. Là ça a été une grande découverte aussi, et je me suis dit oh là là, je rêve de faire cette pièce. Ben oui, vous avez un beau sens de la transition, puisque c'est l'œuvre qu'on allait aborder, la gnose de Caroline Marceau. Donc, c'est une œuvre aussi qui vous est chère. Oui. Et là, pareil, c'est une découverte. Ça date de mes années à Montpellier. Du coup, j'ai rencontré effectivement les premières chanteuses d'esquisse là-bas, et c'est elles, entre autres, qui m'ont fait découvrir Caroline Marceau, parce qu'elle travaillait avec elle dans du répertoire médiéval. Et j'ai été complètement subjuguée par cette pièce, où du coup il existe un autre enregistrement qui est où Caroline Marceau chante d'ailleurs dedans, où c'est une par voix pour le coup. Donc là ça donne une autre image. Vous parliez de votre enfance, dès 6 ans vous êtes mise à chanter, donc ça vous a toujours accompagné, mais vous avez toujours su que ce serait votre profession? Pas du tout. Pas du tout, et alors je m'en doutais pas, ça a été... la grosse surprise en fait, et j'ai découvert ça assez tard en fait. J'avais une affinité avec la musique, mais pas du tout dans l'optique professionnelle. En fait, à la base, je voulais être musicothérapeute, et donc j'ai fait une licence de musicologie parce que je ressentais le besoin d'avoir plus de culture musicale, et donc j'ai fait une licence à Lyon. Et pendant la dernière année de licence, on avait des cours de direction de chœur, et on était 50-60 dans la promo, donc on passait une fois 15 minutes au pupitre. Et alors, moi, à l'époque, j'étais tétanisée face à un groupe. C'était quelque chose qui me mettait dans des situations de stress intenses. Donc, j'avais préparé la partition que je devais faire travailler à mes camarades de promo. Vous les connaissiez quand même bien? Oui, on se connaissait tous. Du coup, c'était la promo... donc on se connaissait, mais j'étais quand même très stressée. Donc je suis arrivée au pupitre, je pense toute tremblante. Et la musique a commencé, et d'un coup, en fait, Vous avez été possédée. Alors, j'espère pas possédée, mais... Non, mais en fait, d'un coup, tout est devenu limpide. Je savais exactement ce que je voulais faire et tout ça. Et, donc ça fait un peu kitsch peut-être raconter comme ça, cette espèce d'illumination qui est arrivée. Et puis après, voilà, notre professeur fait des retours, les camarades font des retours aussi en disant mais c'était super, il s'est passé vraiment quelque chose et tout. Et ça m'a beaucoup intriguée en fait, ce qui s'était passé, et surtout de découvrir cette facette de ma personnalité que je m'en doutais pas du tout, de pouvoir être toute seule face à un groupe, de dire... on fait ce que je veux, en fait, enfin, entre guillemets, encore une fois, mais de donner des indications et de fédérer un groupe pour leur donner envie de me suivre. Et voilà, ça m'a tellement intriguée que du coup, je suis partie à Montpellier, donc à la base pour faire une formation de musicothérapie, et je me suis inscrite au conservatoire, du coup, pour voir un peu qu'est-ce que c'était qu'en fait cette voie-là aussi, de la direction. Et du coup, 4 ans plus tard, j'étais au CNSM de Lyon. Voilà. Et donc j'ai complètement abandonné la musicothérapie. J'ai fini ma formation quand même, mais... En même temps, la musique, pour user de clichés, c'est une thérapie aussi. Tout à fait. Et puis alors, la direction de chœur et d'orchestre aussi, j'ai l'impression que c'est de la musicothérapie à plein temps, finalement. Oui, non, mais c'est ça. Donc, ce disque, on le disait, s'ouvre par cette œuvre de Caplet. On a parlé de l'œuvre de Caroline Marceau. Il reste... à évoquer cet autre chef-d'œuvre que sont les Litanies à la Vierge Noire de Francis Poulenc, donc une œuvre qu'il a composée, je crois, en 1936, et après le décès d'un proche. Tout à fait.
Donc là aussi un immense chef-d'œuvre, enfin immense par la valeur artistique plus que par la durée, puisque en quelques 8 minutes, Oui, Poulenc mais c'est vrai arrive que ce sont 8 minutes intenses. à nous prendre comme ça, Oui. à nous saisir. C'est une musique incroyable. Complètement incroyable. Et puis ça marque aussi le retour à la foi de Francis Poulenc, donc c'est un élément vraiment déterminant aussi dans sa vie, et c'est vrai que ces litanies, ça laisse sans voix, en fait. C'est très dur de trouver les mots pour exprimer, en fait, tout ce qui s'y passe, à la fois tout le drame et toute je sais pas, la dévotion dans la plus simple, je sais pas, enfin, c'est... Et alors, on le disait, vous êtes à la fois chef de chœur et chef d'orchestre. Mais bon, la voix, c'est votre domaine. Vous disiez que vous avez toujours chanté dès l'âge de 6 ans. Et puis, c'est votre amour de la voix. Mais l'orchestre, ça nécessite aussi de connaître les instruments. Oui, donc, tout à fait. C'est un apprentissage autre. Oui, c'est un apprentissage autre aussi. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est un Non. travail quand même. C'est des travaux complémentaires, mais quand même d'un ordre totalement différent. Qu'est-ce qui les lie en fait? À part votre amour de la direction d'orchestre et votre amour de la direction vocale. Qu'est-ce qui les lie Qu'est-ce qui fait qu'un chef de chœur qui a justement parvient à trouver ce qu'il cherche dans la direction de chœur arrive à trouver ce qu'il cherche dans la direction d'orchestre? Bon, en fait, je pense que la base est quand même la même entre direction de chœur et direction d'orchestre, c'est-à-dire que les informations qu'on transmet, les battues de mesure, comment on utilise son corps, on va dire, c'est similaire entre un chœur et un orchestre. Ce qui diffère, effectivement, c'est que le chœur, tout le monde a le même instrument, alors que dans l'orchestre, on a un beaucoup instrument que d'instruments. personne ne voit d'ailleurs. Tout à fait. Alors que dans l'orchestre, tout le monde a un instrument différent. Et après, soit, voilà, c'est du travail en amont, quoi, de comment on travaille les partitions, mais... Et vous avez vocation à faire les deux J'espère, oui. J'espère. En tout cas, de faire de la direction d'opéra, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui me Donc passionne. là, vous avez des projets, justement, qu'on peut évoquer au Oui, niveau tout de la à fait. direction d'opéra. Bah oui, parce que du coup, cette année, j'ai la chance de faire partie de l'Académie de l'Opéra Comique en tant que chef d'orchestre assistante. Donc je peux faire plusieurs productions dans l'année, entre autres, du coup, Fantasio avec Laurent Campellone, et puis Pulcinella, l'heure espagnole, au mois de mars avec Louis Langrée. Toujours à l'Opéra Comique. Toujours à l'Opéra Comique. Et puis après, voilà, on verra ce que l'avenir me réserve. Il y a un projet d'opéra aussi avec une nouvelle compagnie qu'on est en train de monter avec une troupe d'amis aussi. Donc, vous avez le sens pour fédérer les talents, et vous avez aussi... j'ai de la chance. Vous avez quand même créé cet ensemble Esquisse il y a 6 ans, oui. bientôt 7. En fait, j'ai de la chance d'avoir des amis précieux, effectivement, avec qui j'ai envie de travailler. Oui, mais qui sont prêts à vous suivre aussi. Oui. Alors là, c'est pas moi qui suis à l'impulsion de ce projet de compagnie d'opéra, mais ouais, c'est une troupe d'amis aussi. Et alors, justement, pour continuer dans le concret, chef assistant, vous faites travailler l'orchestre ou alors vous travaillez aussi avec le pianiste qui travaille avec les chanteurs quand il n'y a pas l'orchestre. Comment ça se passe au niveau justement de la construction de... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une production d'opéra, ça prend du temps. En général, ça dure de 4 à 6 semaines. Là, pour Fantasio, on a commencé du coup le 6 novembre. Donc pendant plusieurs semaines, en fait, c'est des répétitions scéniques-piano. Donc avec les solistes. 6 novembre, je le dis pour une première le 13 décembre. Tout à fait. C'est juste pour dire les choses dans la manière temporelle. Oui, merci. Donc on a plusieurs semaines de scénique piano où là il y a les solistes, le ou la pianiste chef de chant, chef et assistant du coup. Et puis metteuse en scène, bien sûr, parce que du coup tout le travail de mise en scène se fait à ce moment-là. Donc moi, mon rôle, c'est d'être aux côtés de Laurent Campellone, là, en l'occurrence, de pouvoir être son bras droit, de prendre le relais, si jamais il n'est pas là, donc de diriger les scéniques piano, de prendre des notes aussi, de transmettre aux chanteurs, aux pianistes, d'être en fait un lien entre toutes les équipes. Ensuite, quand l'orchestre arrive, d'être une oreille extérieure aussi, de transmettre pareil des notes à l'orchestre en cas de besoin, s'il y a des fautes dans la partition.
de transmettre au chef d'orchestre, il y a des problèmes d'équilibre ensuite dans la salle. Donc voilà, c'est d'avoir en fait un lien entre les différentes sections, on va dire. Vous qui avez une passion pour la voix, il y a un beau casting dans ce Fantasio. Oui. Ça, vous devez vous régaler. Voilà, oui. Oui, c'est un Naboval, régal. Jody DeVos et d'autres. Oui, Gaël Arquez, Oui. c'est tout le monde. Là, et puis ils sont tous d'une gentillesse incroyable, très accessible aussi, donc c'est production de rêve. La production de rêve qu'on attend donc à partir du 13 décembre à l'Opéra Comique. On va terminer avec ce disque, donc Par un matin. Vraiment, j'adore citer ce titre. Vous êtes à la tête de votre ensemble Esquisse, aux côtés de Fanny Cousseau, Marie Le Guern, Manon Souchard pour certaines œuvres. Donc on l'a dit, Caplet, Caspar, Chausson, Marceau et Poulenc. Vous avez d'autres projets ou c'est trop tôt pour en parler, avec aussi des œuvres exclusivement pour voix féminine? J'ai plein de projets dans la tête. Après, il faut les... Mais des répertoires qui vous sont aussi chers et précieux que celui-là? Oui. De toute façon, nous, notre tasse de thé, on va dire, c'est tout ce qui est musique 20e, 21e siècle. Et puis, tout le versant création aussi que j'ai hâte de pouvoir développer. Avec, entre autres, j'espère d'autres collaborations avec Olivier Caspar. J'espère aussi avec Caroline Marceau. Mais on verra, ça c'est dans longtemps. Mais voilà, tout le version création me plaît aussi beaucoup. Donc j'espère qu'on pourra développer ça. D'autres choses aussi dans l'univers de la musique française, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, très bien, on attend avec impatience. En attendant, il y a ce disque pour le label Évidence, Par un matin, par l'ensemble Esquisse, Guillemette Daboval. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci infiniment, Frédéric. Pour illustrer cet entretien avec la chef de chœur, chef d'orchestre Guillemette Daboval, je vous propose de l'écouter diriger son ensemble, l'ensemble Esquisse. Tout d'abord une œuvre d'Ernest Chausson, un chant funèbre, suivi d'une œuvre de Francis Poulenc. Je vous souhaite une très belle écoute de ces chefs-d'œuvre et une bonne fin de soirée sur RCJ.